Amina Tuluka a présidé ce vendredi 2 août 2024 à Kisangani, dans la province de Chopo, la cérémonie officielle de la commémoration de la journée nationale du jeune Holocauste à suivre dans ce journal. Également dans ce sommaire, Kinshasa a réaffirmé l'engagement de la RDC envers le processus de Luanda, le considérant comme le mécanisme privilégié pour un retour à une paix durable. À cet effet, un cessez-le-feu entrera en vigueur ce 4 août à minuit. Et pour finir en société, l'implantation de l'usine Pepsi dans la zone économique de Maluku. Cette brasserie verra le jour dans le tout prochain jour et elle sera inaugurée par le président de la République. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de nous rejoindre pour l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne. Je l'annonçais dans le titre que la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a présidé ce vendredi 2 août 2024 à Kisangani, dans la province de Chopo, la cérémonie officielle de la commémoration de la journée nationale du jeune Holocauste. Mardoché Bola, dans cet élément. Vendredi 2 août 2024, la République démocratique du Congo commémore pour la seconde année consécutive la journée nationale du génocide congolais, appelée Génocauste. C'est au regard de l'ampleur des crimes que cette journée a été choisie par la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022 en hommage des victimes. Il y a eu des victimes de conflits armés qui ont ravagé certains coins de la RDC. Certaines estimations évoquent jusqu'à 10 millions de personnes ayant perdu la vie. On parle également de plusieurs dizaines de femmes victimes de violences sexuelles à différentes périodes du conflit, du Nord Kivu, au Sud Kivu, dans les Kasaï, dans les Tanganyika, avec les conflits entre Twa et Bantu, à l'Ituri, avec les tensions entre Ema et Lendu, au Congo central, avec les Bundu-Dia Congo, à Yumbi, dans les Maïndombe, avec les violences entre Tende et Nunu, ou encore les conflits récents opposant les Yaka et Teke. De nombreuses régions ont été à la base d'atrocités inimaginables. La cérémonie officielle a eu lieu à Kisangani, en présence de la première ministre Judith Suminwa, certaines autorités locales et plusieurs ministres. La cérémonie débutera d'abord au cimetière des victimes de la guerre de 6 jours et ensuite à la mairie de Kisangani. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies des actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents, sans nulle autre motivation que leur obsession. Ils sont enregistrés et documentés sur les populations civiles sans défense, notamment à Kisheche, à Mugunga et dans plusieurs autres localités, évitant de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme à travers les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. En effet, le gouvernement appelle la population congolaise à observer une attitude de deuil. Rappelons que pour cette seconde édition, le chef de l'État n'a pas pris part pour des raisons médicales. En lieu et en place, c'est la première ministre Judith Suminwa qui a représenté le chef de l'État à ces génocides. Dans un autre registre, Kinshasa a réaffirmé l'engagement de la RDC envers le processus de Luanda, le considérant comme le mécanisme privilégié pour le retour d'une paix durable. C'est dans cette optique que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a conduit la délégation congolaise à la réunion interministérielle ce 30 juillet dans le cadre de la relance du processus de Luanda, où un cessez-le-feu entrera en vigueur ce 4 août à minuit. Plus de détails encore une fois de plus avec Mardoché Bola. La seconde réunion ministérielle qui a réuni autour d'une même table la République démocratique du Congo et le Rwanda, mardi 30 juillet 2024 à Luanda en Angola, a abouti à un accord de cessez-le-feu qui entrera en vigueur ce dimanche 4 août 2024 à minuit, soit après l'expiration de la trêve humanitaire prolongée à l'initiative du gouvernement américain. Comme la Belgique, la France a également salué cette initiative avant d'encourager Kinshasa et Kigali à respecter leurs engagements. Par ailleurs, la France félicite les efforts de médiation que fournit l'Angola à travers son président João Lourenço, dans sa casquette de médiateur choisi par l'Union
l'Union africaine dans le cadre des processus de Luanda. Pour la Belgique, le cessez-le-feu est une étape essentielle pour diminuer la souffrance de la population et mener vers une résolution des conflits dans l'est de la RDC. Cette mesure a été prise dans le cadre des relancements du processus de Luanda, dont la recommandation n'ont pas été respectées par les Rwandais qui continuent de soutenir les rebelles du M23. Le processus de Luanda prévoit entre autres des étapes telles que la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO. Changeons de chapitre dans un autre registre. Scandale à la capitale. Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a publié son gouvernement sans les ministères clés, notamment l'urbanisme, les affaires foncières, le sport, la culture et art, ainsi que la jeunesse. Le détail dans cet élément de la rédaction. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a rendu public ce vendredi 31 juillet le nouveau gouvernement de la capitale congolaise. Cette équipe de 10 ministres sans commissaires généraux, comme dans la première mouture, rejetée, est prête à relever le défi auquel la ville est confrontée selon ses proches. Parmi les personnalités nommées, on peut citer Madame Yvette Tembo Koulemfouka, en charge de finances et de l'économie, ou encore Monsieur Alain Chilungu, responsable des infrastructures et travaux publics. Le portefeuille de l'intérieur, de la sécurité, de la justice et des affaires coutumières a été confié à M. Thierry Chitenga Kabuya. Dans ce remaniement, on note l'absence d'un ministre de la communication et d'un porte-parole du gouvernement. Une décision qui soulève des interrogations sur la volonté du gouverneur de transparence et des communications avec la population. Néanmoins, les domaines clés tels que le plan, le budget, l'emploi et le tourisme sont entre les mains de M. Jésus-Noël Tchéké Ouadomene. L'environnement, la propriété publique et l'embellissement de la ville seront supervisés par M. Mulumba Mwana Nchia. Bien que le nouveau gouvernement ait été annoncé, la population de Kinshasa reste en attente des actions concrètes qui seront entreprises pour améliorer leurs conditions de vie en mettant l'accent sur les infrastructures, l'environnement, la sécurité et l'accès aux services de base. Une chose est sûre, le gouverneur Bumba devra faire preuve d'une grande communication pour gagner la confiance. Dans un autre chapitre, revenons sur l'attaque ciblée de la résidence du président honoraire Joseph Kabila, sénateur à vie au GLM. La vice-ministre de l'Intérieur a fait une mise au point avec cette situation ce 1er août 2024. On l'écoute, Madame Eugénie Tchela Kamba sur les antennes de MB Télévision. Suivez. De coups de feu ont été entendus ce mercredi 31 juillet à la résidence du président honoraire Joseph Kabila. D'après ces images, les policiers commis à la garde de cette résidence ont fait usage des tirs pour repousser un groupe de jeunes identifiés comme appartenant à la Force du Progrès, une structure de jeunes de l'UDPS qui ont tenté de faire irruption dans cette propriété où l'ex-première dame Olive Lembe se retrouvait. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo. S'en est suivi d'une interpellation par la police nationale, opération menée par le général Kilimba Limba qui est descendu sur le quartier général de Force de Progrès. On fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. En réaction, la vice-ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement, a fait une mise au point quant à cette attaque. Les enquêtes sont en cours, mais les premiers indices à notre possession démontrent à suffisance qu'il n'y a pas eu d'acte prémédité. Donc les incidents d'hier au GLM n'ont pas été prémédités. C'était un mouvement spontané de jeunes gens dans un esprit de groupe. Par conséquent, il n'y a pas eu de complot contre qui que ce soit.
Il n'y a pas eu non plus d'incident ou d'attaque de mort. La vice-ministre Eugénie Tchala appelle à la neutralité dans le traitement de ce dossier en cours à la justice. Restant dans le même registre, en réaction, le FCC condamne avec sa dernière énergie cette énième attaque de la résidence du président honoraire Joseph Kabila au GLM par les forces du progrès. C'est au cours d'un point de presse qu'ils ont fait cette déclaration ce 1er août. Suivez. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, s'indigne de l'attaque ce jour de la résidence du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, par des inciviques portant des insignes distinctifs du parti politique UDPS. Le FCC condamne avec fermeté cette énième attaque de la résidence de son autorité morale. Comme les précédentes, elle participe d'une stratégie de provocation et d'intimidation de la part d'un pouvoir pyromane, démagogue, incompétent et qui, face à l'absence de résultats, est de plus en plus aux abois et donc en quête permanente de boucs émissaires, d'incidents politiques et de troubles à l'ordre public pour détourner l'attention du peuple congolais de son incapacité à gouverner le pays, à garantir l'intégrité territoriale nationale et à assurer la sécurité de la population et à préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Le FCC exige des poursuites judiciaires, que ces poursuites judiciaires soient engagées en procédure de flagrance contre toutes les personnes directement ou indirectement impliquées dans cette attaque et que des sanctions sévères soient prononcées contre les coupables afin de décourager toute récidive. Prenant actement l'opinion nationale et internationale, le FCC rappelle qu'il avait dénoncé en son temps, sans être entendu, le danger que faisait courir à la nation la création d'une milice au sein de l'UDPS en violation de la Constitution et des lois de la République. Merci à Priscilla Libimba pour ce reportage qui porte sa signature. Et puis, changeons de chapitre en application de la résolution du Conseil de ministres du 28 juin 2024. Le gouvernement de la RDC annonce la mise en vigueur de nouveaux horaires de service pour l'administration publique stipulés par le décret numéro 24/09 du 17 février 2024, initialement prévu pour le 1er juillet 2024. Cette entrée en vigueur avait été reportée au 1er août 2024 afin de permettre l'obtention d'un large consensus avec les différents bancs syndicaux. Suivez. Après donc les dites consultations, les dispositions relatives aux nouveaux horaires qui seront désormais d'application dès le 1er août 2024 se présentent de la manière suivante. La durée de service est fixée à 8 heures de travail par jour et 40 heures par semaine au lieu de 9 heures par jour et 45 heures par semaine consacrées dans le décret de février 2024 ou 7h30 par jour et 42h30 par semaine tel que fixé par l'ordonnance de 1981 abrogée. La semaine de travail passe donc de 6 à 5 jours de travail, soit du lundi au vendredi, de 8h à 16h, et non de 8h à 17h, avec une pause d'1 heure, soit de 12h à 13h, et non de 12h30 à 13h. Comme consacré dans le décret du 17 février 2024. Les samedis, je l'ai dit, devient donc un jour non ouvrable, sauf pour des services présentant certaines spécificités, permettant ainsi aux agents, d'une part, de s'adonner notamment aux activités agro-pastorales dans le cadre
des efforts et mesures incitatives à la diversification de l'économie et d'autre part, de trouver l'équilibre nécessaire conciliant la vie professionnelle avec la vie familiale. C'était là le VPM Jean-Pierre Liaou sur les antennes de MB Télévision. Dans un autre chapitre, parlons société dans ce journal, je l'annonçais dans le titre, avec l'implantation de l'usine Pepsi dans la zone économique de Maluku. Cette brasserie verra le jour dans le tout prochaine semaine. Elle sera inaugurée par le chef de l'État de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Le détail avec Priscilla Alibemba une fois de plus. Après des nombreuses démarches diplomatiques menées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des opportunités d'investissement ne cessent de s'ouvrir en République démocratique du Congo jour pour jour. Une croissance économique foudroyante en vue. La société brassicole Varun Beverages, une filiale de la firme internationale RG Corp, va bientôt s'installer en République démocratique du Congo, précisément dans la zone économique spéciale de Maluku, ZES, pour la production des boissons en canettes et en bouteilles de marque Pepsi. Son directeur général l'a confirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes intéressés à pouvoir implanter l'industrie Pepsi ici à Kinshasa et le président était très courtois de nous recevoir et nous avons parlé également de pouvoir poser la première pierre en avril à Kinshasa de cette année. L'entreprise filiale de Pepsi détient la licence de production, de vente et de distribution de tous les produits de marque Pepsi. Son implantation aura un impact social important. À tout seul Pepsi ne pourra pas donner la solution à tout le problème d'emploi pour le Congolais, mais c'est d'abord un début. Nous aurons 1500 emplois directs et 5000 indirects dès que nous commençons. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, ont pris part à cette audience. Allez, à présent, on passe à un mot de sport dans ce journal avant de nous séparer. Début de la préparation des entraînements pour le tournoi de karaté qui aura lieu dans 22 jours pour le championnat d'Afrique cadet junior et U21 prévu du 2 au 8 septembre à Tunis. Une trentaine d'athlètes congolais de karatéka vont prendre place dans la catégorie de moins de 54 kilos. Reportage. À chaque début de préparation de l'OPA Karaté pour une compétition continentale, le président de la Fédération de Karaté d'eau du Congo effectue toujours une descente sur le lieu d'entraînement afin de galvaniser les troupes. Donc 22 jours boyo, il y a la passe pour le camion sur tout ça. Parce que je continue à leur dire d'augmenter l'intensité d'entraînement, tension et à ma casse. Ça doit être douloureux pour que nous ayons la joie. 2 ou 8. Pour tout savourer bien, il faut la passe. Fini la causerie, place aux exercices physiques. S'en est suivi de la partie technique. Ces groupes, composés d'une trentaine de karatékas, préparent les championnats d'Afrique cadet, junior et U21 prévus du 2 au 8 septembre 2024 à Tunis. Ce rendez-vous est très attendu par Yohan Pambalou, médaille d'argent dans la catégorie des moins de 54 kilos lors des championnats d'Afrique région centre qui s'est tenu récemment au Cameroun. Nous travaillons dur tous les jours pour pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Parce que là-bas, nous devons travailler beaucoup plus dur. Ça ne sera pas de la rigolade, mais nous serons prêts. Le championnat d'Afrique centre, c'était ma toute première sortie en tant que représentante de l'équipe nationale catégorie cadet. J'ai fait de mon mieux et j'ai ramené 2 médailles au pays. Et j'espère que pour ma deuxième sortie en Tunisie, je fasse encore mieux. Décrocher une médaille d'or
au championnat d'Afrique, c'est les rêves de Maître Freddy Lacombo, président de la FECACO et de toute son équipe. Voilà pourquoi ils ont renforcé le staff technique en intégrant Maître Laurent Prosper Chimbalanga pour atteindre cet objectif. Celui-ci s'occupera des Léopards U21. Je viens d'intégrer le staff technique de la Fédération de karaté. Je vais me concentrer dans la préparation de l'équipe de I-21 parce que nous sommes en préparatif de la rencontre qui va avoir lieu à Tunis. Alors nous avons une vingtaine de jours de nous préparer. Alors pendant cette période, nous nous concentrons pour donner une forme qui convient afin que nous puissions ramener de médailles dans notre pays, parce que nous n'allons pas en promenade. 20 jours de souffrance et de beaucoup de sacrifices qui attendent les Léopards karaté de la RDC afin de rehausser leur niveau et d'être prêts les jours du voyage prévu le 1er septembre prochain. C'est donc par cette note sportive que nous bouclons totalement ce journal de la rédaction. À présent, le rappel de titres. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 2 août 2024 à Kisangani, dans la province de Chopo, la cérémonie officielle de la commémoration de la journée nationale du Génocide. Kinshasa a réaffirmé l'engagement de la RDC envers le processus de Luanda, le considérant comme le mécanisme privilégié pour un retour à une paix durable. C'est dans cette optique que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwaba Wagnet, a conduit la délégation congolaise. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et pour finir, nous avons parlé de cette implantation de l'usine Pepsi dans la zone économique de Maluku. Cette brasserie verra le jour dans le tout prochaine semaine. Elle sera inaugurée par le président de la République. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de la rédaction qui a connu la participation de Mardoché Bola, Hervé Lia, Meshak Moukedi et Pacifique Kimia. Quant à moi, je vous dis merci et excellente suite de programme sur votre télévision.